Tata, maman, bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous en ce samedi 27 mai 2023, année électorale en République démocratique du Congo. Nous avons le plaisir de discuter ensemble des points d'actualité avec vos analystes préférés. Je commencerai par le pasteur Bobo Koyamba de MPB TV. Pasteur Bobo, bonjour. Bonjour, Patrick Yoko. Et j'ai le plaisir de vous représenter M. Cornelis Nlandou Tsatsa, agence congolaise de presse, directeur de Onesha Africa. Cornelis, bonjour. Bonjour Patrick Yogo. Et enfin, non pas des moindres, Baudouin Amba de CongoIndépendant.com. Bonjour Baudouin. Patrick, bonjour. Je remercie l'équipe technique, notre IT officer qui nous soutient à tout moment et à toute heure. Alors, les sujets de ce jour vont porter sur les manifestations de l'opposition en République démocratique du Congo, sur le projet de loi sur la répartition des sièges, puisque année électorale oblige, nous avançons dans le processus. Nous parlerons également de la plainte de la RDC déposée auprès de la Cour pénale internationale, et enfin du voyage du président de la République démocratique du Congo en République de Chine pour voir son homologue Xi Jinping. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons, comme à notre habitude, évoquer quelques points d'actualité qui ont retenu l'attention de vos analystes. Pasteur Bobo, quels sont les points d'actualité qui ont marqué votre esprit ces derniers jours? Il y a beaucoup d'infos, mais moi je prendrais beaucoup plus l'affaire Mwanga Chouchou. Je suis une vidéo où, d'abord, dès ce matin ou hier, les avocats de Mwanga Chouchou demandent sa liberté provisoire. Donc le député national d'origine rwandaise qui a été mis aux arrêts. Député rwandais d'origine congolaise, compliquée. On demande sa liberté provisoire, ils évoquent que Mwanga Chouchou a toujours été très malade. Comme tous les détenus en République démocratique politiciens. Il a beaucoup de rendez-vous en Belgique, Afrique du Sud, États-Unis. D'ailleurs, il devrait être ici à Saint-Luc pour des suivis. À l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles. Pour des suivis. Et je me pose des questions. Il y a quelques jours, il y a des vidéos qui ont circulé où on explique clairement que c'est un vrai Rwandais qui était au pays. Je me pose des questions. Où en sommes-nous avec ces dossiers-là? Nous, on disait qu'il fallait dérwandiser. Les dossiers ont révélé qu'au pays, il y a beaucoup de Rwandais. Beaucoup de Rwandais au niveau du Parlement, beaucoup de Rwandais au niveau des services de sécurité, beaucoup de Rwandais, presque dans beaucoup de niveaux. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on peut mettre ces gens de côté? N'oubliez pas que c'est lié par rapport à la guerre de l'Est. Aujourd'hui, l'armée déclare que l'M23 et l'armée rwandaise se préparent pour prendre comment? Mais nous, au niveau des Kinshasa, qu'est-ce qu'on a fait? Les avocats, c'est pour libérer provisoirement Mwanga Chouchou. Les autorités vous écoutent et vous suivent. J'espère qu'ils vont réagir à votre commentaire. Mais voir un autre sujet qui vous intéresse? Pas pour l'instant, mais je vois, bon ça, on en parlait un peu. Daniel Safou qui a disparu depuis, on ne sait pas où il est, des députés provincial, qui a disparu. Journaliste de son état? Il est journaliste? Avant, il est journaliste avant d'être élu député. Donc il y a quand même un journaliste en prison? Non, c'est un provocateur quand même. C'est un provocateur, il a dit des propos très déplacés. Pourquoi il fouille, ça, on ne comprend pas. On comprendra ça quand on va parler de manifestation. Parfait. Merci, Pasteur Bobo. Cornelis, quelques points d'actualité? La rencontre entre Denise Nyakeru à Beijing
Donc, Denise Nakero, donc l'épouse du chef de l'État. le chef de l'État congolais qui est en séjour, nous allons parler de ce séjour-là. Alors, l'épouse du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rencontré hier, comme les deux présidents se sont rencontrés aussi. Les deux épouses avaient aussi une réunion parallèle. Madame Peng Lian, l'épouse du président. Xi Jinping. Oui. Alors, ils se sont rencontrés, ils ont discuté des projets communs. Elles se sont accordées pour le lancement d'un programme qui s'appellerait Pour la santé des orphelins en Afrique. Et donc, ce programme pourrait avoir lieu déjà, pourrait débuter en juin 2023. Il faut savoir que Denise Nakero... Le mois prochain, dans quelques semaines, dans quelques jours, oui, nous sommes le 27. Le 1er juin, oui. Ah, c'était déjà bien organisé, bien préparé. Alors. Ils ont des services compétents pour structurer les programmes, mais il faut savoir que Denise Nakero est vice-présidente de l'OPAD, qui est l'organisation des premières dames d'Afrique, qui réunit chaque année toutes les premières dames africaines. Je crois qu'un jour, il faudrait qu'on parle du statut des premières dames, mais bon, c'est une autre histoire. Baudouin, quelques sujets d'actualité qu'on peut survoler avant d'entrer dans le vif du sujet? Moi, le sujet que j'ai, c'est plutôt pour dénoncer un scandale. Oh, je ne sais pas si vous avez suivi. Démocratique du Congo, un autre? Et ici en Belgique, Madame Michel Arong est venue en Belgique, comme nous le savons, pour présenter son livre. Rwanda, Assassin sans frontières. Oui. Après le passage chez nous, il était prévu qu'elle passe dans une matinée politique par une organisation panafricaine. Il y a des Béninois, des Congolais, tout ça. Ça devait avoir lieu à l'Horloge du Sud. Un restaurant dans le quartier Matonge. Oui, qui est co-géré par un Sénégalais, M. Ken Ndiaye, qui est en même temps échevin à XL, un écolo, et un Belge de souche. Eh bien, la manifestation n'a pas pu avoir lieu le 23 mai. N'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu dans cet endroit. Pourquoi? Des messages de menaces. Un certain Tom Ndairo, qui est sur Twitter, a traité Madame Michel Arong de négationniste. J'ai pris un peu mon dictionnaire pour voir le négationnisme. Le négationnisme est né à l'époque de l'Holocauste des Juifs. Oui. Un négationniste, quelqu'un qui niait les chambres à gaz, qui niait les fours crématoires, bref, le massacre des Juifs. Alors, quand vous lisez le livre de Madame Michel Arong, vous trouvez nulle part où elle nie qu'il y a eu un génocide des Tutsis. Par contre, elle dit que l'opinion internationale s'était trompée en croyant que les Tutsis étaient les bons, donc les FPR, et les Hutus, les méchants. On découvre maintenant qu'après 1994, le Front patriotique rwandais a commis beaucoup de crimes. Bref, la manifestation a dû se délocaliser pour aller sur avenue d'Anderlecht, et ça s'est bien passé. Il y avait une foule, mais c'est quand même inquiétant que le régime rwandais cherche à museler tous les pays africains, nous imposer cette espèce de pensée unique, parce que pour eux, il y a eu massacre de Tutsis. Si vous dites que le FPR avait tué des Hutus, vous êtes un négationniste. C'est-à-dire du double génocide, qui est plus qu'une théorie, puisqu'en République démocratique du Congo, nous avons bien pu constater juste en Mbandaka quand même les atrocités commises par le Front patriotique rwandais qui avançait et Madame à l'ouest de la République démocratique du Congo. Comme disait Emma Bolilo, moi je gère des hommes. 200 000 personnes ont disparu. Oui. Oui, exact. 200 000 Hutus qui ont été tués par l'FPR, disparus. Et donc le contre-génocide, il y a même un journaliste rwandais, je n'ai pas coupé la parole. Je n'avais pas encore fini. Allez-y, oui. Toujours. Je disais qu'il y a même un journaliste rwandais qui a été tué, qui a parlé du contre-génocide dans un article, en parlant des massacres du FPR contre le Hutu rwandais qui fouillait.
Il a utilisé le terme contre-génocide, c'est un abbé là, qui a été tué après. Hein. Il a été tué. Non, c'est pour dire que nous devons nous lever pour ne pas laisser le despote Kagame imposer le silence à toute l'Afrique noire. Nous devons nous lever parce qu'il a quelques petits soldats entre guillemets sur les réseaux sociaux qui attaquent tous ceux qui soutiennent la thèse contraire. Nous devons franchement tenir tête à cela. Ouais. Okay. Moi, je vous invite juste les Congolais patriotes à avoir le réflexe d'une guerre symétrique. Donc si on vous attaque sur les réseaux, répondez sur les réseaux. Si on vous attaque autrement, répondez autrement. Nous allons entrer dans notre menu, le plat de résistance. On va commencer par l'ensemble des manifestations que l'opposition politique de la République démocratique du Congo a organisées à Kinshasa notamment. D'abord le samedi 20 mai, puis le jeudi qui a suivi. Et l'opposition incarnée par les 4 leaders que sont Délice Sanga, Matata Ponyo, Fayulu Martin et Moïse Katumbi, que tous les jeudis ils manifesteront. Alors, Cornelis, parlez-nous un peu de ces manifestations au pluriel. Bon, que vous ensemble? Oui, il faut dire que le quatuor de l'opposition, il y a Katumbi, il y a Fayulu, il y a Sesanga et le 4e, Matata Ponyo, ont décidé de manifester contre la vie difficile des Congolais, mais également contre les violations des droits de l'homme ou les violences à l'Est. Et donc, nous avons dit ici que la manifestation était prévue pour le 13, je crois. C'était le 13 mai au départ, samedi 13. Oui, et le gouvernorat de la ville de Kinshasa a décalé la manifestation pour le 18. Et donc, les opposants... Vous pouvez nous rappeler pour quelles raisons le gouvernorat a décalé la manifestation? Oui, c'est toujours pour des raisons de sécurité. Merci. Des raisons de sécurité, donc les manifs ou la manifestation de ce jour-là était décalée pour le 18, mais l'opposition a opté pour le 20. Alors maintenant, il se pose quand même un problème parce que la manifestation a été carrément dispersée. Il y a eu on a vu des images, des vidéos où la police avait carrément barricadé des routes pour que les opposants ne passent pas. Bon, ils ont, disons, le pouvoir ou le gouvernorat explique le fait d'avoir barricadé les passages par le fait que l'opposition n'a pas respecté l'itinéraire qui était annoncé. Mais ce qui est compliqué quand même, ce qui est interpellant, c'est que c'est comme si la police avait cessé d'être une police nationale. Parce que, pourquoi donc? Il s'agissait ici de l'opposition qui manifestait, et donc la police s'est déployée sur toute l'étendue de la ville, alors que bien avant, une semaine avant ou 2 semaines avant, le pouvoir avait aussi organisé une manifestation. On n'a pas vu des policiers. Mais il faut relever quand même le fait que le gouvernorat de la ville de Kinshasa a joué à la provocation. Parce que le même 20 mai que l'opposition devait manifester, le gouvernorat avait autorisé la manifestation, une contre-manifestation, une autre manifestation de gens de l'UDPS qui devait partir de forces du progrès. Et quels étaient leurs cahiers des charges, entre guillemets, leurs revendications à cela? Les forces du progrès manifestaient pour le soutien aux institutions. Donc en fait, vous comprenez que le gouvernorat, disons, dit que le 13... c'est pas bon de faire la manifestation le 13 parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Manifester plutôt le 18. Et ils disent non, nous allons manifester le 20. Et puis, vous mettez encore une contre-manifestation le même jour, alors que vous pouviez, comme vous l'avez fait pour l'opposition, décaler la deuxième manifestation. Baudouin, cet ensemble de cette réaction, on ne va pas tout de suite parler de répression policière, mais
est-ce que ce n'est pas dans l'ordre des choses que la police assure l'ordre public, garantisse l'ordre public? Vous savez, en 2019, Fachi venait à peine d'accéder à la tête de l'État. J'avais fait un article intitulé « Ces mauvais génies qui entourent, qui gravitent autour de Félix Tshisekedi ». Et il y a aujourd'hui toujours des mauvais génies. Je mets parmi ces mauvais génies un homme comme le gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous pouvez lui rappeler son nom pour que tout le monde puisse... oui, M. Jantiningo Bilambaka. Sa façon de servir le pouvoir, mais c'est justement pour desservir le pouvoir. Mais quand nous prenons la Constitution, l'article 6 dit que le pluralisme politique est reconnu. Deuxième alinéa, les partis politiques concourent à l'expression de suffrage. Donc ce sont des institutions. Mais comment vous pouvez accorder l'autorisation de manifester aux opposants et puis vous organisez une contre-manifestation pour les gêner? Donc, à votre avis, c'est fait à dessein? Mais oui, ils croient servir Félix, c'est-à-dire que le problème, servir la nation. Oui, c'est-à-dire leur idée, il faut éviter, comme on dit vulgairement à Kinshasa, le carton plein. Voilà. Il faut les gêner pour qu'on ne voit pas qu'ils ont toute la ville avec eux. Mais ils rendent un mauvais service au président. Ce chef de l'État qui a dit que parmi ses credos, il y a l'état de droit. Mais cet état de droit dit les partis concourent à l'expression du suffrage. Donc ce sont des institutions tout à fait officielles. Donc il y a ça. Et puis, quand vous prenez l'article 12, l'égalité des Congolais devant la loi, comment vous pouvez favoriser le pouvoir et défavoriser l'opposition? Alors qu'ils avaient un itinéraire qu'ils ont respecté. Non, c'est vrai. L'opposition a voulu braver un peu le pouvoir parce qu'ils ont dit, d'ailleurs, quand ils ont décidé de mettre la marche le 20, c'est juste pour refuser un dictat, disait-il. Que le 18, c'est un dictat, nous optons pour le 20. Mais comment est-ce que cet état de droit pourra naître si on ne commence pas petit à petit à l'appliquer, à corriger les fautes éventuelles? Vous parliez de mauvais génies qui graviteraient autour du chef de l'État, mais ils sont venus d'eux-mêmes attirer... Non, moi je prends un homme comme Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. Mais écoutez la communication de cet homme. Mais a-t-il une fonction officielle, publique? Non, secrétaire général du parti présidentiel. Le discours qu'il tient... pas de... Non. Attention, il est dans le président du parti. Attention, il est coprésident de la plateforme Union Sacrée. Ah, mais il est président de l'UDPS. Et coprésident de l'Union Sacrée. Tout à fait. Voilà. Président de l'Union Sacrée. Le discours qu'il tient. Mais moi je crois que beaucoup de gens, même les gens comme les Katumbi, sont devenus des adversaires purs et durs de Félix à cause de gens de l'UDPS. Ça a commencé avec Kabound, et puis avec Kabouya, et puis il y a eu quoi le gouverneur. Non, moi je suis un peu partagé à propos de la loi Tiani. Ouais. Donc voilà. Pasteur Bobo, je me tourne vers vous. Mais je voulais quand même terminer là. Alors, je vous laisse finir. Moïse Katumbi voulait aller au Congo central. On l'a empêché. Pour les mêmes raisons. Pour des raisons partisanes. Oui, pour des raisons partisanes. Je ne sais pas. Oui. La campagne n'a pas encore commencé. Non, la campagne n'a pas commencé. Le mercredi. Mais il faut dire qu'en cette matière, le pouvoir ne prêche pas par l'exemplarité. Et puis il y a Matata qui voulait aller à Kenge. On l'a empêché aussi. Qui a empêché qui? Toujours la force publique. Voilà. Pour quel motif? Justement. Moi, je n'ai pas compris la raison. Parce qu'il y a le gouverneur qui dit même qu'il n'avait pas empêché. On ne comprend rien. Le gouverneur qui a sous son autorité toute la police de sa province. En principe. Je ne sais pas si c'est le ministre de l'Intérieur qui les gère directement. C'est le gouvernorat
qui a la même mise sur la police. Mais un autre point là-dessus. Oui, je termine. Mais là. je voudrais un peu terminer l'idée de... Et juste un dernier point pour terminer. Sur les manifs. Toujours l'interdiction d'entrer au Congo central. Vous savez, moi j'aime bien savoir que dit la loi. Vous prenez l'article 30 de la Constitution. C'est clair. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement. Mais, à condition de respecter les lois, évidemment. Évidemment, jusqu'ici, il n'y a aucune infraction qui est commise. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir avec un convoi de paramilitaires en train de... Ah non, il n'y avait pas de milice. Voilà. Il y avait des militants. Non, moi je dis, on ne rend pas un bon service à Félix. Et je dirais même le gouvernement... Il y a la démocratie. Oui, parce que beaucoup de ces gens pensent qu'ils seront bien vus par le pouvoir. Voilà, pour avoir... le gouverneur Bandou, qui a fait ce qu'il a fait, celui de Bandundu, je m'excuse, je n'ai pas retenu son nom, oui. Mais c'est quoi? Ce sont des choses que nous avons combattues à l'époque de Joseph Kabila. Et on pensait qu'on ne reverra plus ça. Cette espèce de totalitarisme. C'est incroyable. Ah oui. Et d'ailleurs... Vous avez fini, Baudouin? Oui, tout à fait. Et puis on passera beaucoup sur cette question. Pour un peu ajouter quelque chose à ce qu'a dit Baudouin, le président lui-même a dit dans un de ses allocutions, je voudrais pas, dans l'une de ses allocutions, je ne voudrais pas que vous fassiez de moi un dictateur. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est contre son gré qu'on le... Contre son gré, évidemment. Il est absent du territoire national. Oui, mais comme disait Baudouin, ces gens-là qui sont autour de lui croient bien faire avec leur excès de zèle. Alors je voulais quand même un peu ajouter une précision sur Matata Ponyo dans le Bandundu, parce qu'il a été empêché de faire sa conférence à Kenge. Ah, lui, il a pu entrer sur le territoire. Il est entré, on l'a empêché de faire sa conférence à Kenge. Il a délocalisé ça chez des prêtres, mais on a quand même envoyé des policiers. Et hier, pas plus tard qu'hier, il a voulu aller à Kikwit. On l'a encore empêché. Voilà, c'est la précision que je voulais ajouter. Pasteur Bobo, je me tourne enfin vers vous sur cette question des manifestations de l'opposition. Mais, Jonathan, l'UDPS, parce que maintenant nous sommes dans une année électorale, avait pendant toutes ces années critiqué le pouvoir, qui était celui de l'administration du maréchal Mobutu, sur les répressions des marches, etc. Ils ont critiqué Laurent Désiré Kabila, ils ont critiqué Joseph Kabila, puisqu'il y a eu des morts, il y a eu la répression policière exagérée, l'emploi de la force disproportionnée. À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans la tête du chef de l'État lorsque, finalement, pendant son administration, il fait exactement, parce que c'est sous son autorité, tous ceux contre lesquels il a combattu, ou son parti a combattu, comme le disait Baudouin, nous avions combattu contre ce genre de choses, et voilà que nous retombons dedans. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête lorsqu'il voit que, ah ben tiens, mes policiers font exactement la même chose que je dénonçais hier? Mais si vous parlez de lui, il faut le suivre en Chine. Il a dit devant la communauté congolaise qu'il a essayé d'expliquer, parce que d'abord à Kinshasa, il a félicité le chef de police qui a dirigé les opérations pour le maintien de l'ordre. Il a félicité, il lui a dit que tu mérites. Et vous avez été professionnel. Une promotion. Vous êtes un très bon citoyen. Merci beaucoup. Vous méritez vraiment de monter en grade et vous allez encore monter. Vous êtes un vrai professionnel. Amen. Vous savez comment on avait nos discussions. Vraiment. Le vent comment pour appeler ça. J'ai même revu une vidéo comme ça. Oui, ils ont mixé. Non, vous voyez la vidéo là où vous m'empêchez d'aller à la 10e chez les parents. Les jours où on ne voulait pas que les sphinx sortent. Voilà. Le compte rendu de vandalisation. Non, mais franchement, je suis content de vous avoir élevé en grade et vous méritez encore d'aller plus haut. Ah oui. Moi, j'avais condamné ça. Pour moi, dans mes actualités, j'avais dit que ça ne se passe pas comme ça. Donc, vous devez faire discrètement, mais pas en public, parce que comme les Américains, les Européens, le monde entier condamnait la répression,
et que la justice était saisie, il fallait attendre, laisser la chance à la justice. Mais quand il arrive en Chine, c'est là qu'il a quand même expliqué. Il dit les opposants avaient préparé un groupe des émeutiers pour faire du désordre. C'est le rapport qu'on lui a fait. Et que la police a dû, bien qu'il ait eu débordement, bon, d'un côté, il critique aussi la police. Il dit que c'est la police qui a arrêté des Kabila, 18 ans de Kabila, c'est la police des Kabila. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est la police des... Comme l'armée, il a hérité, la police... Kabila avait mis des policiers. En partie, c'est vrai, en partie, c'est faux. C'est vrai parce que 18 ans de Kabila a mis des... Il a vu des Likili, quand on dit Likili, soldats de deuxième classe. Des recrues, comme on dit. Recrues, qui ne respectaient pas les majors, les colonels. C'était une je vous interromps, perdez pas votre fil. Il me souvient tout de même qu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de la République, tout le monde applaudissait parce que les policiers devenaient courtois. Lors des manifestations, ils expliquaient les choses. Là, il n'avait pas hérité de... En partie, il a raison. Voilà. Vous héritez d'une police 18 ans où les Rwandais faisaient la loi. Voilà. Là où c'est un peu faux, dans 5 ans, ils pouvaient faire quelque chose. Ils pouvaient travailler la police. Il dit qu'ils auront une académie de police. Bon, voyons voir si l'académie de police va arriver pour réformer les policiers formés. Là, ça pouvait être... Mais n'oubliez pas que nous sommes dans une période électorale. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est trop facile de condamner les pouvoirs. Mais même si Fayoul était à leur place, le but de tout parti politique de prendre le pouvoir et de les conserver. Nous sommes dans une période de campagne. La campagne n'a pas encore commencé officiellement et que les opposants veulent faire du pré-campagne déguisé. Baudouin m'a disait que le pouvoir fait la même chose. Oui, partout, le pouvoir en profite parce que quand il pose des actes officiels, il est ministre de l'Intérieur, il est président, quand il les visite, ils en profitent parce que dans leur fonction, on ne peut pas refuser à un ministre de l'Intérieur de visiter une région. Mais les opposants, il faut le faire donc, pour moi, c'est une pré-campagne qui commence et que le pouvoir évite à tout prix, parce que ça va barder. La campagne officielle commence au mois de... Nous allons voir ça. Peut-être qu'un jour, on va féliciter aussi la police sous Kabila d'avoir garanti l'ordre public, et peut-être aussi sous l'ère Mobutu. On va passer... La police sous Kabila avec... on va passer... a été tué, Kapanga là, et puis il est quoi? Il est Bourdemont. On va passer au point suivant, concernant le projet de loi sur la répartition des sièges. C'était un jalon dans le processus électoral. Le fichier électoral a été nettoyé, audité, dans les conditions que l'on sait. Et maintenant, nous passons à la phase où le projet de loi doit être sur la répartition des sièges est déposé auprès des assemblées, puisque en République démocratique du Congo, nous avons un système bicaméral. Donc le projet de loi passera à l'examen auprès de l'Assemblée nationale, ensuite par le Sénat, la navette se fera, et puis la mouture finale sera adoptée. Sur cette question, Baudouin Amba, quel est votre sentiment? Vous savez, je retiens la déclaration faite par Madame Patricia Nsea, le rapporteur, le 12 mai. Rapporteur de la CENI. Oui. La machine électorale est en marche, plus rien ne pourra l'arrêter. Ils ont dit, audit du fichier électoral, audit externe du fichier électoral, ça a été fait. Dans les conditions que nous connaissons. Élaboration de projet de loi portant répartition de sièges, c'est fait.
Moi, je crois que la CENI, je ne dirais pas que la CENI est devenue sourde aux critiques, mais c'est tout comme. La CENI a un cap et il poursuit son cap. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Cornelis, sur cette question du projet de loi sur la répartition des sièges, puisque, faut-il le rappeler, la répartition des sièges est tributaire donc, des circonscriptions électorales. Une petite précision. Du nombre des inscrits. Oui, bonjour. Jusqu'ici, il paraît que le contenu est confidentiel. On n'a pas fait la publicité de... Mais ça a été soumis au bureau de l'Assemblée ou pas? Oui, oui. Voilà. Mais le contenu est confidentiel. Ce n'est plus très confidentiel. C'est pour vous, c'est du fait. Oui, tout. Oui, alors... Non. Enfin, continue. Oui, comme vous m'avez posé la question, je voudrais dire au sujet du projet de loi qu'il a d'abord été soumis par la CENI au gouvernement, qu'il a adopté hier. Et le gouvernement l'envoie au Parlement pour... Merci pour la précision, effectivement, puisque c'est un projet de loi. Oui, c'est un projet du gouvernement. Un projet du gouvernement qui doit être approuvé par les deux chambres. Donc ça passe au Parlement et puis ça passe à l'Assemblée puis au Sénat. À l'Assemblée puis au Sénat. Alors je voudrais dire que nous l'avons dit ici, pour la CENI, les élections vont avoir lieu le 20 décembre. Donc ils sont en train de, comme disait Baudouin, braver toutes les marées pour arriver au 20 décembre. Quoi qu'en disent les autres. Donc en fait, ils sont en train, la CENI s'est donné comme mission, plus ou moins, de narguer les autres. Donc dans 207 jours exactement, oui. Dans 6 mois et 23 jours, nous sommes aux urnes, rien, quoi qu'il arrive. Pour utiliser le terme de Baudouin, donc ils ont le cap du 20 décembre. Donc même si c'est des bonnes élections ou des mauvaises élections, nous allons aux élections le 20 décembre. Pourquoi j'ai dit bonne ou mauvaise? C'est parce qu'il y a eu plusieurs critiques en amont. Et donc la CENI a fait fi de toutes les critiques. Ils ont appelé, ils ont respecté leur propre calendrier. Ils n'ont pas voulu inverser la donne. Donc il y a eu la journée ou les journées portes ouvertes. Il y a eu le toilettage du fichier. Donc, en fait, ils ont un calendrier que eux-mêmes respectent. Que vous soyez contre ce calendrier ou pour le calendrier, ce n'est pas leur problème. Et, comme j'ai toujours dit, la CENI, c'est une institution c'est la commission électorale indépendante, qui n'est pas malheureusement indépendante, nous l'avons prouvé ici. Institut d'appui à la démocratie. Oui, donc en fait c'est une institution proche du pouvoir et donc ils ont leur cap, ils ont leur vue. Mais moi personnellement, moi je suis démocrate pur et dur. Moi j'ai toujours dit qu'il faut donner la chance à tout le monde. Et donc même si vous êtes sûr que votre candidat gagnera, mais faites-le que les règles du jeu soient équitables, de manière fair play. Et d'ailleurs, je vais un peu aller au-delà, nous avons aussi parlé de la loi Tchani. Nous avons dit ici que même si cette loi est bonne, mais le jeu a déjà commencé. Il ne faut pas changer les règles du jeu. Et donc il faut donner, la même chance à tout le monde. Voilà. Merci Cornelis. Pasteur Bobo, je viens vers vous à nouveau. Est-ce une bonne chose selon vous, ici c'est un jugement moral que je vous demande en tant que pasteur, d'avoir une date et peu importe ce qu'on dise, c'est atteindre cet objectif-là, on a parlé ici d'objectif, il faut qu'il y ait des élections le 20 décembre 2023. Peu importe dans quelles conditions, que ce soit chaotique ou pas, on continue. Ça ne vous rappelle pas un peu une autre administration de la CENI qui laissait les gens en dehors du bureau et avançait contre vents et marées? Est-ce que pour vous, c'est la date qui importe ou c'est le contenu du processus qui est important? Très bonne question, les deux, parce que j'ai vu encore, tu sais, dans le film, il dit les élections présidentielles auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Ah, c'est pour ça que la CENI peut céder. Bon, on va les faire le 2 janvier 2024. Mais ça bouleverse, ça change tout. Et l'opposition va dire que, décemment. Pas un jour de plus, pas un jour de... Non.
tout est fait par rapport à ça. Et je crois même les opposants au concours des jeux, je vous ai dit que la campagne déguisée a commencé. Tu sais qu'il y a aussi les a compris parce qu'il dit Mais étant ex-opposant lui-même, il dit qu'au début, il disait ils sont contre Kadima. Aujourd'hui, ils sont d'accord avec Kadima. Ils sont contre la Cour constitutionnelle, mais maintenant, ils sont d'accord avec lui. Donc, en quelque sorte. Non, les opposants ne vont pas boycotter les élections. Mais je crois qu'aucun, sauf erreur, Si, le FCC. Le FCC a boycotté. Bon, Ils ne sont pas concernés. c'est pas l'opposition, ça c'est moi. Voilà, Non, c'est l'opposition. C'est l'opposition. il ne gouverne pas. Le pouvoir, c'est l'union sacrée. Le FCC est dans Oui, l'opposition. mais quand on voit l'opposition, c'est les Fayolo. Le FCC est dans l'opposition. Ça, c'est la logique. C'est monté. Ils n'ont pas la foule derrière eux. Mais Les deux sont. les autres, les Fayolo là, ils ne vont pas boycotter les élections. Et Félix Tshisekedi le sait très bien. Ils se connaissent. Donc la date est là, c'est le 20. C'est pour un vote de guerre là. Ils se donnent des coups. C'est pour le 20. Parce que si on ne respectait pas ça, ça va tout bouleverser par rapport à. Alors, Patrick. Attends un instant. Vous avez fini là? Oui, mais il y a aussi un point que je voulais relever. On a dit que Kabouya est siège de l'UDPS. Non, Kabouya est président de l'UDPS. C'est pas. Ouais. Il n'est plus secrétaire général, il est président. C'est lui qui remplace Kabounda. Kabounda. Ok. Peut-être président intérimaire, mais. Oui. Je crois que dans les autres statuts, il n'y a pas d'intérim en présidence. Mais Oui, Patrick. Cornelis, un dernier mot et nous passons au point suivant. Non, en fait, c'est quand même important. Je voulais quand même ajouter une précision sur le projet de loi sur la répartition des sièges. Oui. C'est que, d'après la décision prise par le gouvernement, c'est que le nombre de sièges prévus pour les provinces ou les zones en guerre, où il n'y a pas eu identification et enrôlement, le nombre de sièges a été maintenu pour ces partis-là. Sans connaître. Sans connaître quand est-ce qu'ils vont Sans connaître le nombre de la population qui aura. Exact. Donc en fait, ils ont, c'est par extrapolation avec le nombre pour les élections passées. Et donc le nombre de sièges, le même nombre est maintenu. Alors je voulais également apporter une deuxième précision, c'est que à un certain moment on a dit que la CENI était en train d'augmenter à outrance le nombre d'électeurs dans le Kasaï ou le centre d'enrôlement. Mais d'après les indiscrétions qui sont sorties du projet de loi sur la répartition... Qui est, avions-nous dit, confidentiel jusqu'à... Confidentiel, mais oui, il y a quand même des indiscrétions et qui vont sûrement être confirmées quand la loi va être promulguée. C'est que c'est à peu près le même nombre de sièges qu'il y aura pour ces élections de 2023 avec les élections de 2018. J'ai le nombre avec moi ici, mais je ne vais pas les donner puisque c'est quand même confidentiel. Sauf, d'après les... Ça ne l'est plus puisque vous les avez, mais bon. D'après les indiscrétions, il y aura 2 sièges de plus dans le Grand Katanga, 2 dans la province orientale, et 1 siège au Congo central, mais il n'y a pas de siège de plus dans le Kasaï. Ce qui est quand même assez tranquille. Ça tranquillise quand même le... Mais je crois qu'il y a une émission que nous avions eue et on avait remarqué qu'il n'y avait pas de surnombre. Non, il n'y a pas de surnombre du tout. Non. Donc c'est la manipulation. Non, c'est pas... Évidemment, les Congolais adorent les termes manipulation. Non, c'est-à-dire les autres partis se plaignaient du fait qu'ils n'étaient pas associés dans le processus. Ils avaient peur que ces gens-là puissent mener leur répit. On sait que non, il n'y a pas... Ça a triplé même. Ça, on a... Oui, mais il n'y a pas eu de manipulation parce que le terme manipulation ne peut pas être utilisé parce qu'il y a eu des faits. On a attrapé un véhicule avec... je ne sais pas, 30 000 cartes vierges. Non, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Mais il y a eu des faits qui ont fait que les autres ont eu peur. Ont eu ce sentiment. Passons au 3e point,
concernant la plainte de la République démocratique du Congo auprès de la Cour pénale internationale. Qui veut se lancer sur cette plainte et nous en expliquer les tenants et les aboutissants? Merci beaucoup. Je ne serai pas très long. Je dis d'abord une observation. Le Rwanda n'a pas signé le statut de la CPI. Il n'est pas signataire, oui, ni les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et donc ça veut dire pays. la CPI peut décider, ça sera difficile d'appliquer ça à un pays non signataire. Mais, pour positiver, la symbolique est forte. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que Poutine aussi est là-bas. Bon, voilà. Alors, Cornelis, moi, ce que je voulais dire, je voulais plutôt apporter une précision. Ça, c'est quand même important parce que dans la plupart des pêches, la plupart des informations que nous avons reçues disent que la RDC a déposé plainte auprès de la CPI. Il faut apporter une précision. La RDC n'a pas déposé plainte. éclairez-nous sur cette question. Oui. En fait, de quoi s'agit-il exactement? Oui. Pourquoi la Cour pénale internationale a-t-elle été saisie? Oui, c'est important de préciser ça parce que c'est en fait la ministre de la Justice, Rose Mutombo, et d'ailleurs, elle a parlé après avoir été à la CPI. Quel est le contenu? En fait, quelle est la procédure? Quelle est la plainte déjà? De quoi s'agit-il exactement? Il n'y a pas de plainte. Hein. Il y a la RDC a déposé une saisine auprès de la CPI pour l'amener à mener des enquêtes sur les violations des droits de l'homme, ainsi de suite. Donc en fait, c'est une saisine. C'est une saisine, et on dit d'ailleurs dans toutes les informations que la RDC a déposé plainte contre le M23 et l'armée rwandaise. Ouais. Et d'ailleurs, moi, dans ma première réaction, j'ai posé la question de savoir si la plainte était recevable, parce qu'elle est déposée contre deux armées, et même contre une milice, alors que ça ne se fait pas. La CPI est là contre des pays et des personnes. Et la ministre congolaise donne des précisions dessus. Elle dit que c'est une saisine à la CPI pour que celle-ci enquête sur les violations des droits de l'homme et poursuive les auteurs, pas les armées. Donc on n'est que dans l'instruction. On est dans l'instruction. Je voulais dire qu'il ne faut pas croire à ce niveau que ce dépôt ou que la plainte que va initier la CPI est une urgence pour la CPI. Ah non, nous savons que ça va prendre des années. Parce qu'il y a déjà une enquête qui est menée depuis 2004, qui n'a jamais abouti. Là, c'est Cour internationale de justice. Oui, c'est pas CPI. Oui, mais c'est la même procédure. Hein? La même procédure. Et donc, expliquer que ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Ok. Voilà. Pasteur Bobo. Peut-être dans une dizaine d'années. Un commentaire sur ce mouvement judiciaire opéré par la République démocratique du Congo en saisissant la Cour pénale internationale sur les graves violations des droits de l'homme sur son territoire. Je suis à 100% d'accord avec la RDC sur ce point, parce qu'il y a beaucoup de fronts. Il y a une guerre avec le Rwanda. Il faut les attaquer dans tous les fronts juridicaux, batailles, militaires. J'ai vu pour là des drones. Il y a 9 drones qui arrivent au pays pour attaquer. Ça, c'est déjà bon. Mais il faut aussi mettre Kagame. 9 drones, c'est déjà bon. Oui, 9 drones professionnels, c'est bon. Bon, je souris, mais continuez. On en reparlera. C'est des drones. Non, on en reparlera. Tout ça, comme on nous a présenté quand c'est on avait aussi des fusils à visée nocturne et tout ça. Non, les feux qu'ils achètent, c'est bon. Et puis, il faut mettre Kagame mal à l'aise comme à l'Ukraine. L'Ukraine n'est que Poutine mal à l'aise. Ça, c'est vrai. On doit mettre Kagame. Avec l'appui de tout l'OTAN quand même. C'est pas avec l'appui de. Mais il faut commencer. De quelques EAC il faut taper le peu. Il faut aller passer par là. Ok. Un autre commentaire sur ça? Je peux dire quelque chose. Allez-y et puis nous passons au dernier point. Je circule au niveau des médias internationaux. RFI. Kinshasa porte plainte devant la CPI contre le M23. Un média ici, je ne vois pas. Africa News. La RDC porte plainte contre le M23 à la CPI.
Politico.cd, ça c'est Kin évidemment. Agression dans l'Est, la RDC intente une plainte contre, etc., etc. Donc le mot plainte est retenu. Voilà. Oui, c'est ça que j'avais dit, Baudouin. J'ai dit. Non, tu as parlé de saisine. Vous avez parlé de la précision. Oui, Baudouin. Oui. J'ai dit au début, et vous m'avez entendu, que toute la presse a parlé de dépôt de plainte. C'est plus simple. Madame Rose Mutombo sort de la CPI, donne des précisions. Voilà. Et contredit la presse. Ça, c'est le jargon judiciaire. Le président de la République démocratique du Congo est en visite d'État en République populaire de Chine. Je ne sais même pas si c'est toujours une République populaire de Chine. Oui, oui. En République populaire de Chine, qui n'est plus le premier pays le plus populeux de la planète, puisque l'Inde a pris sa place. Visite d'État de 5 jours, depuis le 25 mai, si je ne m'abuse. Et donc, dans quelques heures, je crois que cette visite d'État va prendre fin. Baudouin, de quoi s'agit-il exactement? Pourquoi est-ce que les Congolais s'agitent et se retrouvent en Chine pour rencontrer Xi Jinping? De quoi s'agit-il? Vous savez, en diplomatie, tout ce qui compte, c'est l'intérêt. La défense des intérêts vitaux. Depuis 60 jusqu'à ce jour, notre pays, malheureusement, n'a pas défendu ses intérêts vitaux, n'a pas fait des intérêts vitaux, de la défense de ses intérêts vitaux comme le socle de sa diplomatie. Nous nous alignons tout le temps dans la position de l'Union européenne, des États-Unis, bref, de l'Occident. Nous avons quand même été non alignés pendant un certain temps. Non, ça c'était le discours. Moi je dis, ce voyage est un bon voyage, mais pour comprendre un peu comment on est arrivé dans ces contrats chinois, je voudrais retracer brièvement la petite histoire. Les contrats chinois. Oui, okay. c'est ça vraiment. Vitaliser les relations. Oui, c'est-à-dire ça c'est secondaire. Mais allez-y. Oui. Vous savez, c'est lié à l'histoire de l'avènement de Joseph Kabila à la tête de l'État. En 2001, Joseph Kabila succède à Laurent Désiré Kabila. Sous une procédure... Personne ne sait comment ça s'est passé, quel est le mécanisme. Le Cheikh Kitondo, alors ministre des Affaires étrangères, a prétendu que le gouvernement a décidé de le désigner, etc. etc. Bref, en fait, l'Occident voulait d'un homme faible. Et comme Joseph, ses origines étaient contestées, c'était un homme considéré par l'Occident comme manipulable à souhait. Ce qui fait que tout le monde en Occident, si on peut dire, a soutenu Joseph Kabila ouvertement et toute la classe politique a joué sa carte pour avoir un poste. Nous sommes donc en 2006, l'élection a lieu en juillet et en octobre, Joseph Kabila est proclamé président. Mais pour la petite histoire, en juillet, Jean-Pierre Bemba avait gagné les élections. Au premier tour, 52%. Vous en avez les preuves. Mais il y a un rapport de l'enseignant de Monseigneur Abbé Malou Malou. Un rapport qu'il a adressé à la communauté internationale. La prochaine fois, je vais l'apporter. Je continue. Je me permets toujours de lancer un peu de sel et de poivre. C'est la même procédure dans toutes les élections. Celui qui est proclamé n'a jamais gagné. Non. Bemba avait gagné au premier tour. Et lorsque Bemba se dirigeait vers la radio Liberté, sa radio, vers Forescom, les gens de Kabila l'ont attaqué. Ils croyaient qu'il allait justement pour annoncer sa victoire. Et puis, nous sommes en janvier 2007, le massacre des membres de BDK, Bundu Dia Congo. Au mois de nous ramener à la non, Chine. Mais on va arriver. Et les Enyélés dans l'Équateur. Bon, c'est pas très important dans ce dossier. Massacre des membres de Bundu Dia Congo. Au mois de mars 2007, les hommes de Kabila attaquent ceux de Bemba à la résidence de Bemba.
Avec l'ensemble des diplomates qui étaient là? Il y avait 2 séquences. Première séquence, il y avait les diplomates de ce qu'on appelait le CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition. Ils étaient dans la résidence de Bemba, au sous-sol. Et on a bombardé. Et personne n'a dénoncé Joseph Kabila. Vous voyez jusqu'à quel point Bemba était détesté, simplement parce qu'on considérait un Bemba à la tête du pays, c'est un autre Mobutu qui revient. Vous pouvez vérifier tout ça. L'attaque de la résidence de Bemba, et puis en 2008, début de l'année, nouveau massacre de BDK. C'est ici que nous allons rentrer dans la question de la Chine ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Occidentaux ont eu peur. Ils ont dit, nous avons soutenu le mauvais cheval. Cet homme n'est pas respectueux des droits de l'homme. Or, en 2006, ils avaient promis l'aide massive pour permettre à Joseph Kabila de reconstruire le pays, tout ça et consorts. Et ils ont commencé à traîner. Et Kabila, Joseph a dit ça dans une interview avec Colette Blackman. Oui, que voilà, ils avaient promis. Promesse, on attend toujours. Oui, on attend, et voilà comment il est allé en Chine pour signer cet accord sans poser de conditions. Au fond, nous avons été là-bas comme un mouton qu'on amène avec. Était-il entouré par des conseillers, des ministres en la matière, c'est-à-dire de la reconstruction, de, je ne sais pas, des infrastructures, des mines, puisque ce contrat, sur quoi porte-t-il et c'est à quelle hauteur? Juste pour qu'on recadre. Je vais citer de mémoire. Nous avons les minerais, vous avez l'expertise, nous allons troquer minerais contre expertise. Minerais contre expertise ou minerais contre produits? Oui, les infrastructures. Parce qu'ils ne transfèrent pas le savoir-faire. Non. Voilà. Minerais contre infrastructure. Donc c'est du troc. Troc, c'est vraiment un troc. C'est le terme qui a été utilisé. Parce qu'on trouve là... On a appelé contrat du siècle. Oui, c'est un troc. Ils ont prétendu que c'était gagnant-gagnant. On parle de 3500 km de réseau de chemin de fer, des routes, des hôpitaux. Est-ce que vous connaissez le mécanisme qui allait financer ce... Mais c'était... Vous voyez, la Chine a une situation un peu ambiguë, dans ce sens que c'est un État qui est encore totalitaire. Il y a des entreprises qui sont à la fois privées et publiques. Or, ceux qui ont financé les 3 milliards que nous avons reçus sont des entreprises privées et publiques. Mais qui répondent à l'État. Oui, tout à fait, parce que la Chine, il y a cette ambiguïté de tout régime ancien marxiste. Alors, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est quoi? D'abord, dans cet accord, on n'avait pas quantifié le nombre de tonnes de cobalt, de cuivre, zinc, etc. On fait du troc sans savoir ce qu'on va troquer. Non. On n'a pas la quantité. On leur a donné de carrés miniers. Qui devait faire l'expertise pour savoir quelle était la teneur? Là, je vous pose la question à tous, parce qu'on va vers le fin. Je vais terminer un peu. Vous savez, qui devait faire l'expertise? Vous savez, les Chinois disent en privé, parfois en public, nous on est venus pour respecter, honorer notre contrat. Mais côté congolais, il n'y avait rien. Pas d'études. On nous dit simplement il faut construire le chemin de fer. Mais où sont les études? Rien. Donc il semble que les Congolais se sont contentés de la création de la Sokomine, là, si je prononce bien, Sikomine, oui. Et j'ai vu M. Moïse Ekanga, qui est justement le gestionnaire de ces fameux contrats. Il est passé sur Stop Congo, mais il a fait piètre figure. Il touche chaque mois plus ou moins 300 000 $. Et c'est devenu comme une rente pour lui, pendant qu'il n'y a rien qui va. Et regardez, lorsque Félix Tshisekedi et son gouvernement ont posé le problème que, écoutez, il est temps que nous puissions dire qui a reçu quoi, qui devait faire quoi. On fait un peu une évaluation. L'ambassadeur de Chine
est intervenu dans les médias pour dire qu'il va défendre les entreprises chinoises. Ce qui est tout à fait normal. Non, un ambassadeur. N'est-ce pas dans ses missions de Non, défendre l'intérêt de son pays? il peut le faire discrètement. Mais lui, il l'a fait sur la presse publique. Je vais passer la parole à Cornelis Voilà. sur cette question. Ce contrat, est-ce qu'il n'y a-t-il pas en République démocratique du Congo un contre-pouvoir, quelque chose qui est là pour contrôler l'action du gouvernement, les contrats qui sont signés, etc. Comment on peut faire signer ce genre de contrat et puis combien d'années après se demander mais finalement où en sommes-nous? C'est depuis 2008, 2008. que le contrat a Alors, été signé. Alors, je voudrais Mais répondez à ma question et puis revenez sur ce que vous vouliez dire. Pourquoi on se perd de quoi? Oui, parce que en fait, n'y a-t-il pas un contre-pouvoir qui monitore l'état d'évolution mais justement, du contrat 2008, on est en 2023. Baudouin a terminé par le gars qui s'occupe du contrat. Oui. En fait, il y a une... Le Sycomine, le gestionnaire. Oui, la Sycomine est la société mixte qui a été créée avec le contrat chinois. Une partie chinoise et une partie congolaise. Et d'ailleurs, dans le contrat, c'était 70%, je crois. 68% contre presque. 32. Les Chinois contre 38. 38 les Congolais. Et 32. Donc, 32. Et donc le contrat était léonin. Mais on l'a signé. Nous l'avons signé parce que... Le chiffre était là quand même. Mais attention, comme dit Baudouin l'a si bien dit, hein, il y a eu une genèse qui a amené les Congolais à céder leur matière première parce qu'ils ne pouvaient pas croiser les bras pendant qu'il fallait développer le pays. Mais moi j'irai un peu en amont parce que déjà... Mobutu était vomi par les Occidentaux et Laurent Désiré Kabila, quand il arrive, il a sillonné l'Occident. Il a sillonné l'Occident, on lui a fait des promesses et rien n'est arrivé. Et évidemment, la même situation est arrivée avec Joseph Kabila et même avec Tshisekedi qui a fait autant de voyages sans voir les investisseurs. C'est-à-dire que l'Occident... Je peux ajouter un petit détail. Laissons Cornelis finir. Oui, il va suivre. Ok. On n'a pas fait de promesses à Laurent Désiré Kabila, on lui a imposé au contraire des conditions. Respect des droits de l'homme, démocratisation. Et alors on financera. Alors, et donc Laurent Désiré Kabila, comme l'a dit Baudouin, n'a pas eu les investissements qu'il fallait. Parce qu'il n'a pas respecté les conditions. Il n'a pas respecté les conditions, lui c'était un nationaliste pur et dur. Et donc, Tshisekedi arrive, n'a pas non plus les investisseurs qu'il escomptait. Et donc il va reconduire le contrat chinois. Et d'ailleurs il est arrivé en Chine pour renégocier. Ça c'est important. Il va renégocier parce que en 2022, l'inspection générale des finances fait son enquête et remarque que le pays était perdant dans ces contrats-là. Attendez, déjà dans le contrat, lorsque l'un a 68% et vous avez 32%, vous êtes perdant. Vous êtes je ne sais pas s'il faut une enquête de l'inspection générale des finances. Mais non, mais attention, c'est mon point de vue. Félix Tshisekedi arrive en 2018. 2018, l'élection 2019, il est installé. Parce que vous préparez-vous puisqu'on va... Le contrat chinois est signé, comme on a dit, infrastructure contre mine, contre minerais. Infrastructure contre minerais. Ça, c'est en 2018. 2008, qu'est-ce que j'ai dit 2008, c'est signé en 2008 sous Joseph Kabila. Et donc, Félix Tshisekedi qui arrive en 2019 rencontre ce schéma-là. Quel était le deal signé entre les Chinois et... En fait, ils ont signé le contrat et ils ont mis en place une société qu'on a appelée Sycomine, qui est cette société-là qui gère les dividendes et les infrastructures à construire, tout ça qui sont prévus dans le contrat. Et le contrat prévoyait 3600 km ça avait été dit, oui. 3600 km de chemin de fer. Et 500, on a vu que 500 km réhabilités.
Et le contrat était prévu pour 6 milliards de dollars. Et 6 milliards 200 millions même, je crois. disons 6 milliards plus ou moins. Attention, 200 millions, oui, ça va. Et même le FMI est entré dans la danse pour dire à Kinshasa, attention, vous êtes en train de signer un contrat qui risque de vous amener dans la merde. Aggraver votre endettement. Qui va aggraver l'endettement. Et de 6 000... Non. 6 milliards. Le contrat était de 9 milliards. Et après l'intervention du FMI, ils ont revu le contrat à 6 milliards. Et donc ça, c'est quand même bien à souligner. Et de ces 6 milliards, après l'expertise de l'IGF, ils ont remarqué que, je crois, 3 milliards simplement ont été décaissés. Tout à fait. 3 milliards seulement. En 15 ans. En 15 ans. 2008. Et dans les 3 milliards décaissés, 880 millions seulement, même pas 1 milliard, 880 millions qui sont traçables. Où est passé l'autre argent? 2 milliards et 200 000 à peu près. Où est passé cet argent? Et c'est là que... Mais, il faut Je dire... vais vous demander de chuter, puisque nous Oui, sommes... je vais chuter. Je vais chuter par là. Et comme disait Amba, il y a la SICOMINE et l'ambassade de Chine qui ont fait une conférence de presse commune, conjointe, où ils ont dit que le 3600 km de route ou de chemin de fer qui était prévu dans le contrat, ce n'est que des intentions. Ils attendaient, comme a dit Baudouin, les études de faisabilité, le projet amené par le gouvernement pour qu'eux financent. Le projet n'est jamais venu. Et alors, dernier mot. La dernière phrase, l'IGF a aussi souligné le fait qu'il y a eu surfacturation. Et d'après la SICOMINE et l'ambassade de Chine, en matière de surfacturation, il faut condamner l'agence congolaise des grands travaux. Il faut leur poser la question. C'est eux qui ont surfacturé. Et voilà. Pasteur, vous aurez le dernier mot sur cette question du voyage du président de la République congolaise en Chine. La question porte beaucoup plus sur le contrat dit du siècle. Ça vous fait quoi, vous, de voir que 15 ans après, c'est comme si la classe politique de manière générale, l'exécutif, les législatifs, ne faisaient pas attention à ce contrat du siècle et les années se sont passées et rien n'a été construit et apparemment on n'a même pas déposé des plans de ce que nous voulions vraiment. Quel sentiment ça vous inspire? Non, c'est triste, c'est pratiquement... Contrat du siècle, comme on l'a appelé 15 ans après. Au bout de 15 ans, pour Chine, il faut remonter avec Mobutu, 52 ans après. Mobutu était 72 ou 51, 52. Mobutu était en Chine, avec, on dit, voyage historique. Hein, et on a vu des retombées. Des réalisations sont là. On a vu ça. Je crois que l'ambassadeur de Chine, justement à l'occasion de ce voyage du chef de l'État congolais, a souligné ces deux éléments, que le palais du peuple et le stade des martyrs sont l'œuvre des Chinois. Exact. Et après la guerre du Shaba, Mobutu a fait une émission, je crois, Joie des mondes ou la libération, il a dit au Fonseca, au moins avec les Chinois, leur aide est directe. Sans condition. Sans condition, ça vient directement. Donc, au moins avec eux, et puis c'est beaucoup plus dénué. Bon, d'intérêt, entre guillemets. Alors que la Chine voit à 20, 30 ans et pas à 1 an, 5 ans. Les Kabila qui arrivent, ils ont chassé Mobutu. Ils devraient faire plus. Mieux. Ils devraient faire mieux. Mais c'est triste de voir que ils ont signé des contrats, mais je crois ces groupes-là méritent des prisons. Il faut les poursuivre. Et moi, j'ai recommandé, ou je dirais à ceux qui sont maintenant en Chine, il faut prendre des précautions, hein, parce que c'est l'État. Il négocie ou il renégocie au nom du peuple, au nom des Congolais. Il faut le faire bien. Il faut prendre les meilleurs d'entre nous. Dans ce domaine-là, il y a beaucoup de professionnels
Prenez des économistes, prenez des... qui négocient à notre nom, mais qui négocient vraiment, qui renégocient bien. Ça va marquer l'histoire et ça restera. Si Félix Tshisekedi arrive à bien renégocier, à toi, ça peut impacter. Avant que je passe encore une seconde parole à Cornelis, la classe politique dans tout ça, où était-elle pendant toutes ces années? Le Parlement, ils viennent siéger 6 mois par an. Oui. Ils étaient où, selon vous? Ils sont complices. Tous, dans un régime dictatorial comme Kabila, là, si vous osez, on vous chasse, on peut vous tuer. Cornelis, d'un mot. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qu'il dit, oui. Dans un régime dictatorial. Mais c'est vrai, vous avez posé cette question de savoir pourquoi il n'y a pas eu contrôle. Mais il faut dire que le Parlement, nous avons cessé d'avoir des députés tels que nous le connaissons. C'est-à-dire notre Parlement c'est depuis longtemps que notre Parlement n'existe plus. Une sorte de caisse de résonance. Non, c'est une caisse de résonance, oui. Parce que même aujourd'hui, fermer les yeux sur ça, ils ferment les yeux. Mais même aujourd'hui, nous l'avons dit, quand on va signer des accords internationaux, le Parlement est étonné qu'il y a eu des accords et puis ils réagissent à contre-courant. Nous avons entendu Mbosso dire, le président de l'Assemblée nationale dire la présence de troupes à l'Est, là, il faut que... Mais ça, c'est a posteriori. Mais je voulais dire, en ce qui concerne le contrat chinois, je voulais dire, en ce qui concerne le contrat chinois, c'est que la forte délégation congolaise qui est en Chine est partie renégocier les contrats pour arriver à 70% pour la RDC et 30% pour la partie congolaise. Ça, c'est partie chinoise. Ça, c'est un ministre qui est dans la délégation qui a fait la déclaration avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Mais de toute façon, nous savons qu'après les enquêtes de l'IGF, ils sont allés renégocier pour que la RDC retrouve son compte. Mais il faut dire que... Attention, Cornelis, nous allons vraiment clôturer. Oui, mais Pascal Bobo a bien dit, il faut qu'ils choisissent les meilleurs d'entre nous. Parce que nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'intentions d'arranger, par exemple, le Kassai avec le projet Tchilé-Gelou, mais que même les proches de Fachi ont volé l'argent. Merci Cornelis. Merci Pasteur Bobo, le micro du Pasteur Bobo, MTB TV. Cornelis Landou, Necha Africa et Agence Congolaise de Presse. Baudouin Amba de CongoIndépendant.com et notre IT officer que nous remercions. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons évidemment voir les retombées ou les conclusions de cette visite d'étape du président de la République démocratique du Congo en République populaire de Chine. Et nous verrons si ce contrat sera renégocié de manière équitable. À voir. Pêchez-vous et bon week-end.